Le sang ne tache pas le granit rose. Il s'infiltre dans les fissures, descend vers la mer, disparaît comme si la pierre elle-même avait soif. Éléonore Kearney le savait. Elle l'avait appris enfant, en regardant son père égorger les porcs sur le perron de la ferme familiale. 30 ans plus tard, en cette nuit de novembre 1895, elle observait le même phénomène depuis la fenêtre de sa chambre, tandis que la pluie lavait les marches de sa demeure. Mais ce n'était plus du sang de porc qui disparaissait dans la pierre. 23 hommes, 23 noms gravés dans un carnet de cuir noir qu'elle gardait sous son oreiller, 23 promesses de mariage, 23 disparitions que personne, dans le village de Ploumanach, n'osait vraiment élucider. Car Éléonore était belle à damner un évêque, riche comme Crésus, et protégée par quelque chose de bien plus puissant que la fortune, la peur. Avant de continuer, dites-moi, de quelle ville vous m'écoutez? J'adore savoir où vous êtes et quelle est la température dans votre ville. La demeure se dressait au sommet d'une falaise, isolée du bourg par 3 kilomètres de lande bretonne, où ne poussaient que des ajoncs tordus par le vent d'ouest. Le manoir lui-même semblait taillé dans la même roche que les chaos granitiques environnant ces formations géologiques aux formes grotesques qui évoquaient des créatures pétrifiées. Les murs épais de 2 mètres étouffaient tous les sons. Les fenêtres, étroites comme des meurtrières, ne laissaient filtrer qu'une lumière avare. Et partout, dans chaque pièce, flottait une odeur tenace de cire d'abeille mêlée à quelque chose de plus ancien, de plus organique, que même l'encens de la messe du dimanche ne parvenait pas à masquer. Éléonore avait 38 ans. Son visage gardait cette beauté froide et intemporelle qui fait hésiter entre l'admiration et la méfiance. Ses cheveux noirs, relevés en chignon strict, révélaient une nuque blanche comme l'albâtre. Ses yeux gris-vert changèrent de teinte selon la lumière, passant du jade au fer selon son humeur. Elle portait toujours du noir depuis la mort de son premier mari, survenu 17 ans plus tôt dans des circonstances que personne n'avait vraiment éclaircies. Une chute dans l'escalier, avait-on dit. Une nuque brisée, nette. Éléonore n'avait versé aucune larme lors de l'enterrement. Le village murmurait. On disait qu'elle attirait les hommes comme les falaises attirent les goélands avant la tempête pour mieux les fracasser. On disait que la fortune qu'elle exhibait ne venait pas de son héritage, mais des poches des disparus. On disait surtout, en chuchotant derrière les portes closes, qu'elle avait fait un pacte avec quelque chose qui vivait sous sa maison, dans les grottes creusées par la mer, là où la marée haute transforme le granit en labyrinthe aquatique. Mais personne ne disait rien ouvertement, car Éléonore était également la principale bienfaitrice de Ploumanach. C'était elle qui payait les réparations de l'église, qui aidait les veuves de pêcheurs, qui employait la moitié des domestiques du bourg. Et puis il y avait cette façon qu'elle avait de vous regarder, comme si elle voyait à travers votre crâne jusqu'à vos pensées les plus honteuses. Les femmes détournaient les yeux. Les hommes, eux, ne pouvaient s'empêcher de soutenir son regard, hypnotisés comme des lapins devant un serpent. Ce soir-là, le 24e prétendant approchait. Éléonore l'observait depuis sa fenêtre. Mathieu Tréguier remontait le sentier escarpé, une lanterne à la main, courbé contre le vent qui fouettait la lande. Il était arrivé à Ploumanach 3 semaines auparavant, venant de Paris, disait-il, pour étudier les formations géologiques de la côte de granit rose. Géologue, la trentaine élégante, moustache fine, regard intelligent. Trop intelligent peut-être, car contrairement aux autres, Mathieu Tréguier avait commencé à poser des questions. Il avait consulté les registres de l'état civil à la mairie. Il avait interrogé le père Gwenaël, le vieux curé qui tenait les registres paroissiaux depuis 50 ans. Il avait même osé descendre vers les grottes à marée basse, armé d'une corde et d'un carnet de notes, pour examiner les cavités béantes qui s'ouvraient au pied de la falaise d'Éléonore. Elle avait remarqué son manège, elle remarquait toujours tout. Mathieu frappa 3 coups secs à la porte massive. Le bruit résonna dans le vestibule comme des coups de marteau sur un cercueil. Éléonore ne bougea pas immédiatement. Elle laissa le silence s'étirer, s'épaissir. En bas, elle entendait Marie-Jeanne, sa servante sourde et muette depuis l'enfance, tirer les verrous. 3 verrous de bronze, épais comme le poignet, installés à l'intérieur de la porte, jamais à l'extérieur, car dans cette maison, on ne cherchait pas à empêcher les gens d'entrer, on les empêchait de sortir. La porte s'ouvrit. Éléonore entendit la voix grave de Mathieu, étouffée par l'épaisseur du bois et de la pierre. Elle compta lentement jusqu'à 20, puis descendit l'escalier. Ses pas ne faisaient aucun bruit sur le tapis de laine rouge sombre qui recouvrait les marches. Elle portait une robe de velours noir à col montant, fermée par une trentaine de petits boutons d'onyx.
À son cou, un pendentif en argent représentant une main fermée. Un bijou étrange, hérité de sa grand-mère qui, selon la légende familiale, avait été forgé dans le métal récupéré sur une épave du XVIIe siècle. Mathieu se tenait dans le vestibule, les cheveux mouillés par la pluie, la lanterne toujours à la main. Quand Éléonore apparut en haut de l'escalier, il leva les yeux vers elle et resta figé. C'était toujours ainsi. Elle descendait lentement, laissant la lumière des candélabres jouer sur son visage, créant des ombres qui la faisaient ressembler tantôt à une madone, tantôt à une apparition. « Monsieur Tréguier, dit-elle d'une voix basse et mélodieuse, quelle surprise de vous voir à cette heure. » Il n'y avait aucune surprise dans son ton. Ils savaient tous les deux pourquoi il était là. « Madame Kerney, répondit-il en retirant son chapeau, pardonnez cette intrusion tardive, mais j'ai fait une découverte aujourd'hui que je me devais de partager avec vous, une découverte qui vous concerne directement. » Éléonore atteignit la dernière marche et s'arrêta à 3 pas de lui. Elle était presque aussi grande que lui, ce qui était inhabituel pour une femme de cette époque. Ses yeux se plantèrent dans les siens. Une découverte, comme c'est intriguant. « Entrez donc, monsieur Tréguier, je vais demander à Marie-Jeanne de nous préparer du thé. Nous serons plus à l'aise dans le salon. » Elle fit un geste de la main et la servante s'éclipsa vers les profondeurs de la maison. Éléonore guida Mathieu vers une pièce sur la gauche, une salle au plafond bas où brûlait un feu de tourbe dans une imposante cheminée de granit. Les murs étaient tapissés de velours vert bouteille. Des portraits de famille, aux visages sévères et aux regards inquiétants, observèrent la scène depuis leur cadre doré. Sur une table basse en bois de chêne trônait une collection de curiosités. Des fossiles, des fragments de poterie ancienne, des coquillages géants. « Vous collectionnez les objets étranges, observa Mathieu en s'approchant de la table. « J'ai toujours été fasciné par ce qui persiste, répondit Éléonore en s'installant dans un fauteuil près du feu. Les fossiles, par exemple, des créatures qui ont vécu il y a des millions d'années et qui sont devenues pierres, immortelles, d'une certaine façon. » Mathieu se tourna vers elle. Dans la lueur dansante des flammes, son visage avait perdu de son assurance. « J'ai trouvé quelque chose dans les grottes aujourd'hui, » dit-il abruptement. « Quelque chose que je n'aurais pas dû trouver. » Éléonore ne s'y a pas. Elle croisa les mains sur ses genoux et attendit. « Des ossements, » continua-t-il d'une voix plus basse. « Beaucoup d'ossements, humains, entassés dans une cavité au-dessus de la ligne de marée haute, certains récents, d'autres plus anciens. J'ai compté au moins une vingtaine de crânes. » Le silence qui suivit fut rompu uniquement par le crépitement du feu et le sifflement du vent dans la cheminée. Marie-Jeanne entra avec un plateau, déposa 2 tasses de thé fumant et ressortit sans un bruit. Éléonore saisit sa tasse et but une gorgée, comme si Mathieu venait de lui annoncer qu'il ferait beau demain. « Des ossements, » répéta-t-elle doucement. « Et vous avez naturellement pensé à moi. Madame Kerney, j'ai consulté les archives, j'ai compté les disparitions. 23 hommes en 17 ans, tous venus vous courtiser, tous disparus sans laisser de traces. La gendarmerie n'a jamais mené d'enquête sérieuse. Le curé lui-même semble avoir effacé certaines informations des registres. » Il s'avança vers elle, les poings serrés. « Qui protège-vous? Ou plutôt, qu'est-ce qui vous protège ?» Éléonore posa sa tasse avec une lenteur délibérée. Elle se leva, contourna le fauteuil et marcha vers une fenêtre qui donnait sur l'océan invisible dans la nuit. La pluie martelait les carreaux comme des ongles grattant du verre. « Vous êtes un homme courageux, monsieur Tréguier, ou très imprudent. La plupart se contenteraient de fuir après une telle découverte. Je ne suis pas la plupart des hommes, non. C'est précisément votre problème. » Elle se retourna brusquement. Dans la pénombre, ses yeux semblaient luire d'une lumière propre. « Vous voulez connaître la vérité, la véritable histoire de la veuve de granit ?» Mathieu hocha la tête, incapable de parler. « Très bien. Mais sachez que la connaissance a un prix. Et ce prix, monsieur Tréguier, est toujours le même dans cette maison. » Elle s'approcha de lui jusqu'à ce qu'il sente son parfum, un mélange entêtant de lavande et de quelque chose de plus sauvage, de presque animal. « Mes prétendants ne disparaissent pas, chuchota-t-elle. Ils restent pour toujours, d'une certaine manière, car, voyez-vous, cette maison a besoin de sang. Le granit a besoin de sang. C'est le pacte que ma grand-mère a scellé il y a presque un siècle, lors de la construction de cette demeure. Un pacte avec ce qui vit dans la pierre, ce qui existait bien avant nous et qui existera bien après. » Mathieu recula d'un pas, heurtant la table aux curiosités. Un coquillage roula et se fracassa au sol. « Vous êtes folle. Peut-être. Ou peut-être suis-je la seule à voir les choses telles qu'elles sont vraiment.
Elle tendit la main vers lui, paume ouverte. « Vous pouvez partir maintenant, retourner à Paris. Oubliez ce que vous avez vu, ou vous pouvez rester et découvrir ce qui se cache vraiment sous le vernis de notre monde civilisé. Qu'est-ce qui vous terrifie le plus, monsieur Tréguier? La vérité ou l'ignorance ?» Mathieu regarda cette main tendue. Il aurait dû courir, il aurait dû hurler. Mais quelque chose en lui, cette même curiosité morbide qui l'avait poussé à descendre dans les grottes, à fouiller dans les archives, à frapper à cette porte maudite, l'empêchait de fuir. Il prit sa main, elle était glacée comme le granit sous la pluie. « Venez, dit Éléonore avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Je vais vous montrer ce que personne n'a jamais vu. Je vais vous montrer le cœur de la maison. » Elle l'entraîna hors du salon, traversa le vestibule et ouvrit une porte qu'il n'avait pas remarquée auparavant, dissimulée dans le lambris. Un escalier descendait dans les ténèbres, taillé directement dans le granit rose, des marches inégales, usées par des siècles de passage, luisantes d'humidité. « Après vous, dit-elle en lui tendant une chandelle. Mathieu commença à descendre. Derrière lui, il entendit les verrous de la porte d'entrée coulisser. Un, deux, trois claquements métalliques qui résonnèrent comme un glas. Il était le 24e, et au fond de l'escalier, dans les entrailles de granit de la maison Kearney, quelque chose attendait, quelque chose d'ancien, quelque chose d'affamé, quelque chose qui n'avait jamais appris à distinguer un géologue curieux d'un prétendant amoureux. Les marches s'enfonçaient dans les ténèbres, et avec elles, la dernière chance de Mathieu Tréguier de voir à nouveau le soleil se lever sur la côte de granit rose. L'escalier descendait bien plus profondément que Mathieu ne l'aurait cru possible. 50 marches, peut-être 60, taillées dans le roc vivant avec une précision qui défiait l'explication. Les parois suintaient d'une humidité permanente, et l'air devenait progressivement plus froid, plus dense, chargé d'une odeur minérale mêlée à quelque chose d'organique en décomposition. La flamme de sa chandelle projetait des ombres dansantes qui transformaient les irrégularités de la pierre en visages grotesques, en mains griffues, en silhouettes tordues. Derrière lui, Éléonore descendait sans faire le moindre bruit, comme si ses pieds ne touchaient pas vraiment les marches. Elle ne portait pas de lumière, elle n'en avait pas besoin. Elle connaissait chaque pierre de ce passage, chaque aspérité, chaque fissure. Elle les avait descendues 100 fois, peut-être 200, toujours dans le même but rituel qui avait débuté la nuit de ses 21 ans. « Vous sentez l'odeur » demanda-t-elle soudain, sa voix résonnant étrangement dans l'espace confiné. Mathieu s'arrêta, une main contre la paroi froide pour garder l'équilibre. Il inspira profondément et regretta aussitôt. L'odeur était devenue plus forte, presque suffocante, un mélange de sel marin, de moisissure et de quelque chose d'autre qu'il ne parvenait pas à identifier, quelque chose de douceâtre et de répugnant. « C'est l'odeur de la mer » demanda-t-il, bien qu'il sache que ce n'était pas tout à fait cela. « C'est l'odeur du temps » répondit Éléonore. « Du temps qui digère les choses. Les hommes pensent que le temps est immatériel, une abstraction philosophique. Mais ici, en bas, le temps a une consistance, il a une texture, il a un goût. » Elle le dépassa dans l'escalier, sa robe noire frôlant les parois humides. Mathieu n'eut d'autre choix que de la suivre. La descente se poursuivit encore pendant une 50aine de marches, puis l'escalier déboucha brusquement sur une vaste caverne naturelle. La chandelle de Mathieu n'éclairait qu'une portion infime de l'espace. Mais ce qu'il voyait suffisait à lui glacer le sang. La grotte était immense, avec un plafond qui se perdait dans les ténèbres. Les parois étaient couvertes de formations rocheuses étranges, des stalactites et stalagmites qui n'avaient rien de naturel dans leur disposition. Elles formaient des motifs, presque des symboles, comme si quelqu'un ou quelque chose les avait arrangés délibérément au fil des siècles. Au centre de la caverne se trouvait une structure qui coupa le souffle de Mathieu, un autel de granit brut, massif, rectangulaire, long de 3 mètres et large d'1 mètre. Sa surface était polie par l'usage et creusée de rigoles profondes qui convergeaient toutes vers un bassin circulaire à une extrémité. Le bassin lui-même s'enfonçait dans le sol et semblait communiquer avec les profondeurs de la terre. Tout autour de l'autel, le sol était jonché d'ossements, pas entassés au hasard comme dans les grottes qu'il avait visitées plus tôt. Non, disposés en cercles concentriques, organisés par type, crâne d'un côté, fémur de l'autre, côtes empilées comme du bois de chauffage, vertèbres enfilées comme des perles sur des tiges de métal rouillé. Une vingtaine de squelettes complets, peut-être plus, méticuleusement démembrés et réarrangés selon une logique macabre. Seigneur Dieu,
murmura Mathieu en reculant. Dieu n'a jamais mis les pieds ici, dit Éléonore avec une tranquillité glaçante. Cet endroit existait bien avant que les premiers chrétiens ne débarquent en Bretagne, bien avant que les Romains ne construisent leur route, bien avant même que les druides ne dressent leur menhir. Elle s'avança vers l'autel et posa sa main à plat sur la pierre. Son visage s'illumina d'une étrange sérénité. Ma grand-mère, Morgane Kearney, était la sage-femme du village. Elle connaissait les plantes, les incantations, les vieux rites que l'Église cherchait à faire oublier. En 1840, elle a hérité de ces terres d'un oncle lointain. Lorsqu'elle a commencé à construire le manoir, les ouvriers ont découvert cette grotte. Ils voulaient la combler, la sceller. Mais grand-mère a senti quelque chose. Elle a senti la présence. Éléonore se retourna vers Mathieu, son visage à moitié plongé dans l'ombre. Elle a compris que cette grotte était un lieu de pouvoir. C'est un lieu où la frontière entre notre monde et un autre, plus ancien, plus sauvage, était mince comme une membrane. Elle a fait un choix. Au lieu de sceller la grotte, elle a construit la maison comme un temple au-dessus d'elle. Chaque pierre du manoir a été bénite avec du sang de bête d'abord, puis, quand cela n'a plus suffi, du sang humain. « Vous mentez », dit Mathieu d'une voix tremblante. « C'est impossible. Personne ne peut. » « Personne ne peut quoi? Tuer 23 hommes sans être inquiété. Vivre pendant 17 ans dans l'impunité totale. Monsieur Tréguier, vous sous-estimez le pouvoir de la peur. Et vous sous-estimez surtout ce qui protège cette maison. » Elle fit un geste circulaire englobant la grotte. Il y a quelque chose dans le granit, quelque chose d'antérieur à l'humanité. Les Celtes l'appelaient l'Ankou. Les Romains parlaient de génie tellurique. Les géologues, dans leur arrogance moderne, diraient que c'est du folklore. Mais vous, monsieur Tréguier, vous qui avez étudié la pierre, vous qui avez passé votre vie à comprendre comment se forment les roches, n'avez-vous jamais senti que certaines formations avaient quelque chose de conscient? Mathieu voulait nier, voulait rire. Mais quelque chose au fond de lui, quelque chose qu'il avait toujours refoulé lors de ses expéditions solitaires, dans les carrières abandonnées, dans les grottes profondes, quelque chose frémit en reconnaissant une vérité qu'il avait toujours refusé d'admettre. Oui, il avait senti des présences. Dans certaines grottes, dans certaines formations souterraines, il avait ressenti une conscience diffuse, patiente, inhumaine. Il l'avait attribuée à la fatigue, à l'isolation, à des hallucinations causées par le manque d'oxygène. Mais maintenant, dans cette grotte sous la maison d'Éléonore Kearney, il ne pouvait plus se mentir. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il dans un souffle. « Je ne sais pas exactement, » répondit-elle honnêtement. Ma grand-mère ne le savait pas non plus, mais elle a appris à communiquer avec, à le nourrir. En échange, il protège la famille Kearney, il éloigne la maladie, il prolonge la vie. Regardez-moi. J'ai 38 ans, monsieur Tréguier, mais je pourrais en avoir 25. Grand-mère est morte à 97 ans, l'esprit clair comme du cristal, le corps presque intact. Au prix de combien de vies? Au prix nécessaire. Le pacte exige un sacrifice tous les 6 à 9 mois. Un homme en âge de procréer, en bonne santé, versé volontairement. Volontairement? Vous les assassinez. Éléonore secoua la tête lentement. Je ne les force pas à venir. Je ne les force pas à franchir le seuil de ma maison. Ils viennent d'eux-mêmes, mus par leur vanité, leur cupidité, leur désir. Ils croient pouvoir m'épouser, hériter de ma fortune, peut-être même me dominer. Ils ne voient en moi qu'une femme seule, vulnérable malgré sa richesse. Leur propre arrogance masculine les condamne. Elle fit quelques pas vers les ossements et s'agenouilla près d'un crâne qu'elle souleva délicatement, comme on tiendrait celui d'un enfant endormi. Celui-ci était un noble de Lannion. Il m'a courtisé pendant 3 mois en 1881. Il me promettait l'amour éternel tout en louant déjà les services d'un avocat pour s'assurer du contrôle de ma fortune après le mariage. Je l'ai découvert en lisant son courrier pendant qu'il dormait, ivre dans mon lit. Elle reposa le crâne avec précaution. Celui-là était un capitaine de navire, brutal, cruel avec ses marins. Il m'a frappé une fois lors d'un dîner, parce que j'avais osé contredire l'une de ses histoires de voyage. C'est la seule fois où j'ai pris plaisir au rituel. Mathieu sentit son estomac se retourner. Il recula vers l'escalier, mais sa jambe heurta quelque chose. Il baissa les yeux et vit qu'il avait marché sur un tibia qui s'était brisé sous son poids. Le craquement résonna dans la grotte comme un coup de fusil. « Ne me dites pas qu'ils le méritaient tous », dit-il d'une voix blanche. « Personne ne mérite ça, peut-être.
Peut-être que certains étaient de bons hommes égarés par leur faiblesse, mais le pacte ne fait pas de distinction morale. Il exige du sang, et je fournis du sang. C'est aussi simple et aussi terrible que cela. Elle s'approcha de lui, et pour la première fois depuis qu'il était descendu dans cette grotte, Mathieu vit quelque chose ressemblant à de l'émotion traverser son visage, de la tristesse, peut-être, ou du regret. « Vous croyez que j'aime cela? Vous croyez que j'ai choisi cette existence? J'avais 19 ans quand grand-mère m'a amené ici pour la première fois. J'étais jeune, innocente, pleine de rêves stupides d'amour et de bonheur, et elle m'a montré cette grotte. Elle m'a expliqué le pacte. Elle m'a dit que si je refusais de le perpétuer, le granit se retournerait contre nous, la maison s'effondrerait, la terre s'ouvrirait. Tout ce qui a été contenu pendant des générations se déverserait dans le village. C'était des mensonges pour vous manipuler. Vraiment. Alors comment expliquez-vous ce qui s'est passé à Kergoat en 1823 ? Mathieu fronça les sourcils. Kergoat. Un petit hameau à 15 km de Ploumanach. Il avait vu le nom dans les archives, mais Kergoat a été entièrement détruit, continua Éléonore. 62 personnes mortes en une seule nuit. Les survivants parlaient d'un tremblement de terre, mais la Bretagne n'a pas de faille sismique. Les géologues de l'époque n'ont trouvé aucune explication. Elle s'approcha encore jusqu'à ce que son visage soit à quelques centimètres de celui de Mathieu. C'était l'année où l'arrière-grand-mère de ma grand-mère a refusé de continuer le pacte. Elle avait trouvé Dieu, voyez-vous. Elle pensait pouvoir racheter son âme par la prière et le repentir. Le granit a pris ce qu'on lui refusait. Il a pris tout le village. Je ne vous crois pas. Vous n'êtes pas obligé de me croire, mais vous allez comprendre. Soudain, avant que Mathieu ne puisse réagir, Éléonore posa sa main sur sa poitrine. La pression était légère, presque caressante. Mais à l'instant où sa paume toucha la laine de son vêtement, Mathieu sentit quelque chose, une vibration profonde, si basse qu'elle était à peine audible, qui semblait venir du sol lui-même, remontant à travers les semelles de ses chaussures, traversant ses os, résonnant dans sa cage thoracique. La caverne entière se mit à vibrer. Les stalactites tintaient doucement les unes contre les autres. Les ossements tremblaient sur le sol dans un cliquetis macabre, et de l'autel central s'éleva une lueur diffuse, verdâtre, comme une phosphorescence de champignons dans une forêt nocturne. « Vous voyez » murmura Éléonore. « Il est là, il a toujours été là. Il attend. » Mathieu voulut hurler, mais aucun son ne sortit de sa gorge. La vibration augmentait, passant de l'imperceptible au tangible. Sa chandelle s'éteignit brusquement, plongeant la grotte dans une obscurité presque totale, brisée uniquement par la lueur verdâtre qui émanait maintenant de toutes les parois. Et dans cette lueur, Mathieu vit des formes, des silhouettes qui se dessinaient dans le granit lui-même, comme si la pierre était devenue translucide, des corps fossilisés, des visages hurlants, des mains tendues, pas des sculptures, pas des illusions d'optique, mais des présences réelles, emprisonnées dans la roche, conscientes, souffrantes. « C'est là qu'ils vont », dit la voix d'Éléonore dans l'obscurité. « Après le rituel, leur sang nourrit le pacte, mais leur conscience est absorbée par le granit. Ils deviennent partie intégrante de la maison. Ils voient tout. Ils sentent tout. Mais ils ne peuvent ni bouger, ni parler, ni mourir vraiment. C'est une immortalité de cauchemar. » La lueur verdâtre s'intensifia, et Mathieu distingua maintenant clairement les visages dans la pierre. Certains semblaient hurler, d'autres pleuraient. Quelques-uns le fixaient avec une intensité désespérée, comme s'ils le suppliaient de les libérer. « Vous voyez celui-là » Éléonore pointa vers une silhouette particulièrement nette dans la paroi. « C'était mon premier mari, Armand. Il n'est pas mort dans l'escalier, comme tout le monde le croit. Il est mort ici, sur cet autel, la nuit de nos noces. Grand-mère m'avait préparé. Elle m'avait expliqué ce que je devais faire. Mais je l'aimais, monsieur Tréguier, je l'aimais vraiment. » Sa voix se brisa légèrement. J'ai essayé de le sauver. J'ai tenté de fuir avec lui. Nous avons couru jusqu'au village, sous la pluie. Mais le granit nous a rattrapés. Les pierres de la route se sont soulevées. Les murs des maisons se sont fissurés. Le sol lui-même s'est ouvert sous nos pieds. Grand-mère est arrivée et m'a dit que si je ne ramenais pas Armand, c'est tout Ploumanach qui périrait. Alors vous l'avez tué. Alors je l'ai ramené, et j'ai fait ce que je devais faire, et depuis cette nuit-là, je n'ai plus jamais aimé personne. La vibration cessa brusquement. La lueur s'évanouit,
Dans l'obscurité totale, Mathieu entendit le froissement de la robe d'Éléonore qui s'éloignait. « Suivez-moi, dit-elle. Il y a quelque chose d'autre que vous devez voir avant la fin. » Éléonore alluma une nouvelle chandelle, révélant une ouverture étroite dans la paroi de la grotte qu'il n'avait pas remarquée auparavant. Un passage latéral, à peine assez large pour laisser passer un homme. Elle s'y engagea sans hésitation, et Mathieu prit entre la terreur de rester seul dans la caverne aux ossements et celle de la suivre plus profondément dans ce labyrinthe souterrain, choisit finalement de lui emboîter le pas. Le passage s'enfonçait horizontalement dans le granit pendant une vingtaine de mètres, puis débouchait sur une chambre plus petite, presque intime comparée à la vastitude de la grotte centrale. Cette pièce avait été aménagée par des mains humaines. Les parois étaient tapissées de planches de bois noircies par l'humidité. Un lit de fer rouillé occupait un coin, recouvert d'une couverture moisie. Une table, une chaise, une armoire dont la porte pendait de travers. Et partout, sur toutes les surfaces disponibles, des bougies à moitié consumées, des dizaines, peut-être des centaines, leur coulée de cire formant des stalactites artificielles. Mais ce qui attira immédiatement l'attention de Mathieu, ce fut la collection de cahiers empilés sur la table, des registres reliés de cuir, certains si anciens que la couverture se désintégrait. Éléonore en prit un au hasard et l'ouvrit, révélant une écriture serrée, nerveuse, presque frénétique. « Le journal de ma grand-mère, dit-elle, enfin l'un d'eux. Elle en a rempli 37 pendant sa vie. Chaque rituel y est consigné, chaque détail, chaque doute, chaque remords. » Elle tourna les pages jaunies avec précaution. « Écoutez ceci, c'est daté du 15 mars 1842. Aujourd'hui, j'ai accompli le 3e sacrifice. Un fermier de Trégastel, nommé Yann Lebris. Il m'avait demandé en mariage après la mort de ma première fille, Solène, emportée par la fièvre l'hiver dernier. Je crois qu'il pensait sincèrement m'aider, mais le pacte ne distingue pas les intentions. Le rituel a duré plus longtemps que les précédents. Il s'est débattu jusqu'à la fin. J'ai vomi après. Je ne peux plus regarder mes mains sans y voir du sang, même après les avoir lavées 100 fois. Éléonore referma le cahier et en prit un autre, plus récent, et ceci, de 1867, 25e année du pacte. Je commence à comprendre sa nature. Ce n'est pas une créature au sens où nous l'entendons. C'est une forme de conscience géologique. Le granit lui-même est vivant, d'une vie si lente, si patiente, que nos existences humaines ne sont pour lui que des battements de cils. Il se nourrit de notre essence vitale comme nous nous nourrissons de pain. Pour lui, nous sommes du bétail, mais un bétail qui peut négocier, qui peut offrir des sacrifices en échange de protection. Je me demande combien d'autres pactes de ce type existent dans le monde. Combien de lieux sacrés, de temples, de sites mégalithiques ne sont en réalité que des points d'alimentation pour ces consciences telluriques. Mathieu s'approcha de la table et prit un cahier au hasard. L'écriture était différente, plus élégante. Il reconnut la main d'Éléonore. « Vous tenez aussi un journal ?» ?»« Évidemment. La tradition l'exige. Chaque gardienne du pacte doit documenter son règne. » Il ouvrit le cahier à une page au hasard. La date indiquait le 7 novembre 1889. 16e sacrifice. Un marchand de Paimpol. Gras, bavard, insupportable. Il m'a raconté pendant 3 heures comment il avait fait fortune dans le commerce du sel. Pendant qu'il parlait, je me demandais comment ce serait d'être normal, d'être une femme ordinaire qui pourrait tomber amoureuse, se marier, avoir des enfants, vieillir entourée de petits-enfants. Mais je ne suis pas normal. Je suis un monstre déguisé en femme. Un monstre qui sourit, qui porte de belles robes, qui fait semblant d'être humaine. Le pire, c'est que je commence à ne plus rien ressentir, ni culpabilité, ni dégoût, ni même de la tristesse. Juste un vide froid comme le granit qui m'entoure. Mathieu releva les yeux vers Éléonore. Dans la lumière tremblante de la chandelle, elle semblait soudain plus petite, plus fragile, presque vulnérable. « Pourquoi me montrez-vous tout cela ?» demanda-t-il. « Pourquoi me racontez-vous votre histoire si vous comptez me tuer de toute façon ?»« Parce que j'en ai assez, » répondit-elle simplement. « Assez de porter ce fardeau seul, assez de prétendre, assez de tuer. » Elle s'assit sur le lit grinçant et posa ses mains sur ses genoux dans un geste étrangement enfantin. « Vous savez ce qui arrive quand on brise le pacte, je vous l'ai dit, mais il existe peut-être une autre solution. Une solution que grand-mère n'a jamais osé envisager parce qu'elle était trop effrayée. » Quelle solution? Nourrir le granit une dernière fois, mais pas avec le sang d'un innocent ou d'un cupide, avec le sang de la gardienne elle-même. Mathieu sentit son cœur s'accélérer. « Vous parlez de suicide. Je parle de libération.
pour moi, pour tous ceux qui sont prisonniers dans la pierre, pour les futures victimes. » Elle se leva et s'approcha de lui, ses yeux gris-vert brillants d'une intensité fébrile. Grand-mère a écrit quelque chose dans son dernier journal juste avant sa mort. Elle avait consulté les vieux grimoires, les textes celtiques que sa propre grand-mère lui avait transmis. Elle a découvert que le pacte pourrait être rompu si la gardienne s'offrait volontairement, avec un témoin présent pour sceller la rupture, un témoin qui devrait ensuite détruire la maison pierre par pierre. Pourquoi ne l'a-t-elle pas fait elle-même? Parce qu'elle était lâche et parce qu'elle aimait trop la vie que le pacte lui offrait, la jeunesse prolongée, la richesse, le pouvoir. Mais moi, je ne supporte plus de me regarder dans un miroir. Elle saisit les mains de Mathieu et cette fois sa peau n'était plus glacée mais brûlante, presque fiévreuse. « Aidez-moi, monsieur Tréguier, soyez mon témoin. Laissez-moi finir cela ce soir. Et quand ce sera fini, brûlez cette maudite maison. Faites-la exploser s'il le faut, que plus jamais personne ne puisse renouveler le pacte. » Mathieu la regarda, cherchant dans ses yeux un signe de folie, de manipulation. Mais il n'y vit que de la sincérité et du désespoir. « Comment puis-je être sûr que ce n'est pas un piège, que vous n'allez pas simplement me tuer comme les autres? Vous ne pouvez pas en être sûr, c'est une question de foi, de confiance, deux choses auxquelles j'ai perdu le droit depuis longtemps. » Elle lâcha ses mains et retourna vers la table. Elle ouvrit l'armoire branlante et en sortit un objet enveloppé dans un tissu noir. Un couteau rituel, la lame en fer forgé, le manche sculpté d'entrelacs celtiques. La même lame qui avait servi aux 23 sacrifices précédents. Si vous acceptez, nous remontons dans la grotte centrale. Je me couche sur l'autel. Je prononce les paroles de rupture que grand-mère a retranscrites. Et j'ouvre mes veines. Vous restez présent jusqu'à ce que mon cœur cesse de battre. À ce moment-là, le pacte sera brisé. Vous sentirez quelque chose se libérer, comme un souffle, un soupir qui traversera toute la maison. Oh, et si ça ne fonctionne pas? Si le granit se retourne contre nous? Alors nous mourrons tous les deux. Mais au moins, j'aurai essayé. Au moins, je ne serai pas morte en tuant encore quelqu'un d'autre. Mathieu sentit sa tête tourner. Tout cela était insensé, dément. Il aurait dû être en train de courir vers la sortie, de prévenir la gendarmerie, d'organiser une battue. Mais une partie de lui, la partie qui avait toujours cherché les vérités cachées sous la surface du monde, la partie qui l'avait poussé à étudier les roches et les formations anciennes, cette partie savait qu'Éléonore disait la vérité. Il avait senti la présence dans la grotte. Il avait vu les visages dans la pierre. Il avait ressenti la vibration profonde qui émanait des entrailles de la terre. Et plus profondément encore, il avait reconnu quelque chose qu'il avait toujours su sans jamais vouloir l'admettre, que le monde était bien plus vieux, bien plus étrange et bien plus conscient que la science moderne ne voulait le reconnaître. « D'accord, » dit-il finalement, « je serai votre témoin. » Éléonore ferma les yeux un long moment. Quand elle les rouvrit, une larme unique coulait sur sa joue, la première larme que Mathieu lui voyait verser. « Merci, » murmura-t-elle. « Merci de me donner cette chance de mourir en étant humaine. » Ils retournèrent dans la grotte centrale, marchant en silence dans le passage étroit. Les ossements semblaient les regarder passer, leurs orbites vides suivant chacun de leurs mouvements. La lueur verdâtre était revenue, plus faible maintenant, pulsant lentement comme un cœur gigantesque. Éléonore monta sur l'autel et s'allongea sur le dos, le couteau serré contre sa poitrine. Elle ferma les yeux et commença à réciter des mots dans une langue que Mathieu ne reconnaissait pas. Du celtique ancien peut-être, ou quelque chose de plus vieux encore. Les syllabes roulaient dans sa gorge comme des galets dans le ressac. La vibration recommença, plus forte cette fois. Les parois de la grotte tremblaient, de petits fragments de pierre se détachaient du plafond. Et les visages dans le granit commencèrent à s'agiter, leurs bouches silencieuses s'ouvrant et se fermant comme s'ils essayaient de parler, de crier, de chanter. Éléonore ouvrit les yeux et regarda Mathieu une dernière fois. Quoi qu'il arrive, ne partez pas avant la fin. Puis, d'un geste rapide et précis, elle planta la lame dans sa gorge. Le sang jaillit, écarlate et chaud, suivant les rigoles creusées dans le granit avec une précision qui défiait le hasard. Il coula vers le bassin circulaire, y disparaissant dans les profondeurs invisibles de la terre. Mais quelque chose était différent cette fois. Au lieu d'être absorbé avidement comme lors des sacrifices précédents, le sang semblait hésiter, tourbillonner à la surface du bassin sans vraiment pénétrer la pierre. Éléonore gardait les yeux ouverts,
fixé sur le plafond invisible de la grotte. Ses lèvres bougeaient encore, formant des mots sans son tandis que sa vie s'échappait. Mathieu voulut s'approcher, poser sa main sur la sienne, mais quelque chose l'en empêchait, une barrière invisible de chaleur et de pression qui rendait l'air épais comme de l'eau. La vibration monta d'un cran. Ce n'était plus un tremblement subtil, mais une oscillation violente qui faisait danser les ossements sur le sol. Les stalactites se brisaient avec un bruit de verre pilonné, et soudain, un son. Un son que Mathieu n'aurait jamais cru possible. Le granit hurlait. Ce n'était pas un cri humain ni même animal. C'était quelque chose de plus primordial, un grondement grave qui montait des profondeurs, comme si la terre elle-même protestait. Les visages prisonniers dans les parois s'animèrent complètement, leurs traits se tordant dans des expressions de douleur ou peut-être de libération. Leurs bouches s'ouvraient de plus en plus largement, et Mathieu réalisa avec horreur qu'ils criaient aussi. Des cris silencieux qui n'avaient pas pu sortir pendant des années, des décennies. Le corps d'Éléonore se cambra brusquement sur l'autel. Ses yeux s'écarquillèrent. Du sang coulait maintenant de ses yeux, de ses oreilles, de son nez, mais elle souriait. Un sourire terrifiant de soulagement et d'agonie mêlée. Mathieu tomba à genoux, les mains plaquées sur ses oreilles pour tenter d'étouffer le hurlement de la pierre. Mais le son ne venait pas vraiment de l'extérieur. Il résonnait dans ses os, dans son crâne, dans chaque cellule de son corps. C'était le cri d'une conscience millénaire qui sentait son emprise se relâcher, sa source de nourriture se tarir. La lueur verdâtre s'intensifia jusqu'à devenir aveuglante. Mathieu dut fermer les yeux, mais même à travers ses paupières closes, il voyait des formes, des symboles, des géométries impossibles qui se dessinaient et se défaisaient. C'était comme observer directement la structure profonde de la réalité, le code sous-jacent de l'univers, et son esprit humain n'était pas équipé pour comprendre ce qu'il percevait. Puis, aussi brusquement qu'il avait commencé, tout s'arrêta. Le silence qui suivit était si total, si absolu, qu'il en devenait presque douloureux. Plus de vibrations, plus de lumière verdâtre, plus de visage dans les parois, juste la lueur tremblante de la chandelle que Mathieu avait laissée près de l'entrée et le bruit de sa propre respiration haletante. Il ouvrit les yeux lentement. L'autel était devant lui, et sur l'autel, gisait le corps d'Éléonore Kearney. Elle ne bougeait plus, son sang avait cessé de couler. Ses yeux, encore ouverts, fixaient le vide avec une expression de paix qu'il ne lui avait jamais vue de son vivant. Mathieu se releva péniblement, les jambes tremblantes. Il s'approcha de l'autel et posa 2 doigts sur le cou d'Éléonore, cherchant un pouls qu'il savait ne pas trouver. La peau était déjà froide, elle était partie. Il regarda autour de lui. Les parois de la grotte étaient redevenues opaques, simple surface de granit rose, sans le moindre visage, sans la moindre silhouette. Les ossements étaient toujours là, éparpillés sur le sol, mais ils semblaient maintenant ordinaires, dépourvus de la présence menaçante qu'ils avaient eue auparavant. C'étaient juste des os, des restes humains qui devaient être rendus à la terre et aux souvenirs. « Est-ce que ça a marché ?» murmura-t-il à haute voix, sa voix résonnant étrangement dans l'espace vide. « Le pacte est-il vraiment brisé ?» Comme en réponse, il sentit quelque chose. Non pas une vibration physique cette fois, mais une sensation plus subtile, comme si l'atmosphère même de la grotte avait changé, était devenue plus légère, moins oppressante. Et lorsqu'il posa sa main sur la paroi de granit la plus proche, la pierre était tiède sous sa paume, presque douce, vidée de la conscience hostile qui l'habitait. Le pacte était brisé. Mathieu resta un long moment immobile, essayant de comprendre ce qui venait de se passer, ce dont il venait d'être témoin. Puis il se souvint de la promesse qu'il avait faite à Éléonore, détruire la maison, s'assurer que personne ne puisse jamais renouveler ce qui avait été rompu. Il remonta l'escalier lentement, portant la chandelle d'une main tremblante. Lorsqu'il émergea dans le vestibule, l'aube commençait à poindre à travers les fenêtres étroites. La pluie avait cessé. Un rayon de lumière rose pâle, la couleur même du granit, illuminait le hall d'entrée. Marie-Jeanne, la servante sourde-muette, était debout près de la porte, les mains croisées devant elle. Elle le regarda sans surprise, comme si elle avait toujours su que ce moment viendrait. Puis elle fit quelque chose d'inattendu. Elle sourit, un sourire triste mais soulagé, et elle se signa ce geste de croix que les Bretons faisaient depuis des générations pour se protéger du mal. Mathieu comprit. Elle savait. Elle avait toujours su. Et elle aussi était prisonnière de cette maison, liée par un serment ou par la peur. Maintenant, elle était libre. « Partez, lui dit-il, bien qu'elle ne puisse pas l'entendre. Partez loin d'ici.
Cette maison va disparaître. Elle hocha la tête comme si elle avait lu sur ses lèvres, prit un châle accroché près de la porte et sortit sans un regard en arrière. Mathieu la regarda s'éloigner sur le sentier qui descendait vers le village, sa silhouette se découpant contre le ciel qui s'éclaircissait. Puis il se mit au travail. Il passa toute la journée à préparer la destruction. Il vida les bidons de pétrole lampant de la réserve, en aspergea chaque pièce, chaque meuble, chaque tapisserie. Il empila les registres de Morgan dans le salon, créant une pyramide de papier et de cuir qui servirait de foyer principal. Il ouvrit toutes les fenêtres, toutes les portes, laissant le vent d'ouest s'engouffrer dans les couloirs pour attiser les futures flammes. Juste avant le crépuscule, il redescendit une dernière fois dans la grotte. Il enveloppa le corps d'Éléonore dans son propre manteau et le porta en haut de l'escalier. Il ne pouvait pas la laisser brûler dans les entrailles de la maison. Elle méritait mieux que cela. Il l'étendit sur la lande, à 100 mètres de la demeure, parmi les ajoncs et les bruyères. Là où le vent de la mer pourrait l'emporter. Puis il retourna une dernière fois à l'intérieur, frotta une allumette et la jeta sur les registres imbibés de pétrole. Le feu prit instantanément. Les flammes coururent le long des traînées de combustible, léchant les murs, dévorant les meubles, transformant le manoir Kearney en un brasier gigantesque. Mathieu courut vers l'extérieur et s'effondra sur l'herbe à côté du corps d'Éléonore, regardant l'œuvre de destruction se consumer. Les flammes montaient maintenant à 10 mètres de haut, visibles depuis le village. Il entendait déjà les cris, les cloches qui sonnaient à l'alarme. Bientôt, ils viendraient avec leurs seaux, leurs pompes, pour tenter de sauver ce qui pouvait l'être. Mais ils arriveraient trop tard, beaucoup trop tard. Mathieu observa le spectacle en silence, les larmes coulant sur ses joues, sans qu'il sache vraiment pourquoi il pleurait. Pour Éléonore, pour les 23 hommes morts, pour l'humanité entière qui vivait sans savoir ce qui se cachait vraiment sous la surface tranquille du monde. La maison brûla toute la nuit. Au matin, il ne restait plus que des ruines fumantes et des amas de pierres noircies. Le granit rose avait viré au noir de suie, les murs s'étaient effondrés vers l'intérieur, et de la grotte souterraine ne s'élevait plus aucune vibration, aucune présence. C'était fini. 3 jours après l'incendie, les gendarmes vinrent interroger Mathieu. Il leur raconta une version simplifiée de la vérité. Éléonore Kearney avait avoué les meurtres, expliqué où se trouvaient les corps, puis s'était donné la mort par remords. L'incendie avait été accidentel. Une bougie renversée dans son agitation. Oui, il aurait dû prévenir immédiatement les autorités. Non, ils ne comprenaient pas exactement ce qui l'avait poussé à agir ainsi. Ils ne le crurent pas vraiment. Comment aurait-il pu? Mais que pouvait-il faire? Fouiller les ruines fumantes, descendre dans la grotte effondrée où les ossements avaient été scellés à jamais sous des tonnes de pierres? Accuser un éminent géologue parisien de complicité avec une meurtrière suicidaire? L'affaire fut classée. Une folle meurtrière s'était supprimée. Justice était faite, d'une certaine manière. Les familles des disparus purent enfin faire leur deuil, même si les corps ne seraient jamais récupérés. Et Ploumanac, après des semaines de commérage et de spéculation, finit par se calmer et reprendre le cours normal de son existence. Mathieu, lui, ne retourna jamais à Paris. Il loua une petite maison dans le village, une humble bâtisse de pêcheur avec une vue sur la mer. Il y passa les mois suivants à écrire un compte-rendu détaillé de tout ce qu'il avait vécu. Pas pour le publier, qui le croirait, mais pour ne pas oublier. Pour avoir une preuve tangible qu'il n'avait pas rêvé, qu'il n'était pas devenu fou. Mais plus il écrivait, plus il se posait des questions. Éléonore avait parlé de Kergoat, le village détruit en 1823 lorsque le pacte avait été refusé. Il décida d'en avoir le cœur net et entreprit le voyage jusqu'aux ruines, ce qu'il découvrit le glaça jusqu'aux os. Kergoat avait effectivement été rayé de la carte, mais pas par un tremblement de terre ordinaire. Les maisons n'avaient pas simplement été détruites, elles avaient été absorbées. Les pierres des fondations, les murs de granit, tout s'était enfoncé dans le sol, comme si la terre avait ouvert une gueule béante et avalé le village tout entier. Et au centre de ce qui avait été la place principale, il trouva une formation rocheuse qu'aucun géologue ne pourrait expliquer. Un monolithe de granit rose, haut de 3 mètres, couvert d'entrelacs gravés qui rappelaient étrangement ceux du couteau rituel d'Éléonore. Il posa sa main sur la pierre, et pour un bref instant, moins d'une seconde, il sentit quelque chose. Un écho, un souvenir. Comme si le granit avait gardé l'empreinte des 62 personnes qui avaient péri ici. Mathieu comprit alors la véritable ampleur de ce contre quoi Éléonore s'était battue.
Le pacte de Ploumanach n'était pas unique. Il y en avait probablement d'autres, répartis le long de la côte, peut-être dans toute la Bretagne, peut-être partout où le granit affleurait. Des familles entières liées à des consciences telluriques depuis des générations, des sacrifices secrets perpétués dans l'ombre pour maintenir un équilibre précaire. Et si le pacte de Ploumanach était brisé, qu'adviendrait-il des autres? Le granit était-il vraiment une entité locale, ou faisait-il partie d'un réseau plus vaste, un organisme géologique conscient qui s'étendait sous toute la province? Ces questions le hantèrent pendant des mois, jusqu'au jour où il reçut une lettre. L'enveloppe était en papier épais, de qualité, scellée avec de la cire noire. Pas d'adresse d'expéditeur, juste son nom écrit d'une écriture élégante et ancienne. À l'intérieur, une seule feuille de parchemin jauni. « Monsieur Tréguier, nous savons ce que vous avez fait à Ploumanach. Nous savons que le pacte Kearney a été rompu. Nous devons vous parler de toute urgence. D'autres pactes existent, d'autres familles gardent d'autres portes. Et depuis la rupture du vôtre, quelque chose a changé. Le granit s'agite. Il cherche de nouvelles sources. Si vous tenez vraiment à comprendre, venez nous retrouver. » Suivait une adresse dans un village qu'il ne connaissait pas, quelque part dans le Finistère. Mathieu resta longtemps assis devant cette lettre, pesant ses options. Il pourrait l'ignorer, détruire le message, retourner à Paris et reprendre sa vie d'avant, faire semblant que rien ne s'était passé. Se convaincre que Ploumanach avait été un cas isolé, une aberration. Mais il savait qu'il n'en ferait rien. Il savait qu'il irait à cette adresse, qu'il rencontrerait ces gens, qu'il découvrirait l'étendue véritable du réseau, parce qu'Éléonore lui avait ouvert les yeux sur une vérité que la plupart des hommes passaient leur vie à ignorer. Le monde était bien plus ancien, bien plus étrange et bien plus dangereux qu'on ne voulait l'admettre. Et maintenant qu'il avait vu derrière le voile, il ne pouvait plus faire semblant d'être aveugle. Le soir même, il fit son sac. Avant de partir, il retourna une dernière fois sur les ruines du manoir Kearney. Les pierres noircies se dressaient encore contre le ciel gris de novembre, squelette carbonisé d'une demeure qui avait abrité tant d'horreurs. L'herbe avait déjà commencé à repousser entre les décombres, comme si la nature elle-même cherchait à effacer cette cicatrice du paysage. Mathieu s'agenouilla près de ce qui avait été l'entrée principale et posa sa main sur un bloc de granit rose à moitié enterré. La pierre était froide, inerte, ordinaire, plus aucune vibration. Plus aucune conscience, juste de la roche, comme n'importe quelle autre roche. « J'espère que tu as trouvé la paix, Éléonore, » murmura-t-il. Le vent qui montait de la mer fut sa seule réponse. Le voyage jusqu'au Finistère prit 3 jours. Mathieu dut prendre 2 trains, puis louer une carriole qui cahotait sur des chemins de terre défoncés. L'adresse indiquée dans la lettre le menait vers un hameau nommé Kerlouan, perdu sur une presqu'île battue par les vents, où l'océan dévorait lentement la côte mètre par mètre. La maison qu'il cherchait se trouvait à l'écart du village, une bâtisse de granit gris qui semblait avoir poussé directement de la roche. Contrairement au manoir d'Éléonore, celle-ci était basse, ramassée sur elle-même comme un animal tapi. Les fenêtres étaient étroites, presque des fentes, et la porte d'entrée était renforcée de bandes de fer forgées. Mathieu frappa 3 coups, le silence s'étira. Puis, il entendit des pas, lents et mesurés, qui s'approchèrent de l'intérieur. La porte s'ouvrit sur un homme d'une 60aine d'années, grand et mince, au visage buriné par le vent marin. Ses yeux d'un bleu délavé le scrutèrent avec une intensité presque dérangeante. « Monsieur Tréguier, je présume. Entrez. Nous vous attendions. » L'intérieur était spartiate, un mobilier réduit au strict nécessaire, des murs nus, un feu de tourbe qui brûlait dans une cheminée de pierre. Mais ce qui attira immédiatement l'attention de Mathieu, ce furent les 3 autres personnes présentes dans la pièce. Une femme d'environ 40 ans, aux cheveux roux relevés en chignon sévère, vêtue d'une robe grise qui rappelait celle d'une gouvernante. Un jeune homme dans la vingtaine, blond, le regard fuyant, qui se tenait dans un coin comme s'il cherchait à se fondre dans le mur. Et une vieille femme assise dans un fauteuil près du feu, si âgée que sa peau ressemblait à du parchemin tendu sur des os, mais dont les yeux noirs brillaient d'une vivacité troublante. « Je suis Loïc Kervaon, » dit l'homme qui l'avait accueilli. « Voici ma sœur Maëlle, mon fils Yann et notre aïeul, que nous appelons simplement Mame Gauge. » La vieille femme inclina légèrement la tête sans quitter Mathieu des yeux. « Asseyez-vous, monsieur Tréguier, nous avons beaucoup à discuter. » Mathieu prit place sur une chaise de bois près de la table. Loïc s'assit en face de lui, tandis que Maëlle restait debout, les bras croisés dans une posture défensive. « Vous avez rompu le pacte Kearney, » commença Loïc sans préambule. « C'était courageux,
ou terriblement imprudent, nous ne savons pas encore. Et comment savez-vous ce qui s'est passé? Le granit parle, monsieur Tréguier. Pas avec des mots, évidemment. Mais ceux qui savent écouter peuvent entendre ces murmures. Et il y a 3 mois, nous avons tous senti quelque chose. Un déchirement. Comme si une partie du réseau avait été arrachée. Le réseau? La vieille Mamgoge se racla la gorge, et sa voix, étonnamment forte pour son âge, emplit la pièce. Tu es géologue, jeune homme? Tu connais la structure de la Terre, les couches, les strates, les veines de minéraux. Mais as-tu déjà pensé que cette structure pourrait être plus qu'un simple arrangement de matière inerte? Mathieu sentit un frisson lui parcourir l'échine. Éléonore m'a parlé d'une conscience géologique, quelque chose qui vit dans le granit. Éléonore Kearney était une femme remarquable, dit Mamgoge avec une expression indéchiffrable, mais elle ne connaissait qu'une infime partie de la vérité. Le granit n'est pas simplement vivant. Il est connecté. Chaque formation, chaque affleurement, chaque bloc de pierre taillé dans la roche-mère fait partie d'un organisme unique, un organisme qui s'étend sous toute la Bretagne, peut-être même au-delà. Elle fit un geste vers la fenêtre, vers la côte invisible dans l'obscurité. Les mégalithes que nos ancêtres ont dressés, les dolmens, les menhirs, les alignements de Karnak, ce n'étaient pas de simples monuments. C'étaient des points d'ancrage, des nœuds dans le réseau. Des lieux où l'on pouvait communiquer avec le granit, négocier avec lui. Maël intervint, sa voix tendue, et les pactes familiaux comme celui des Kearney sont les derniers vestiges de cet ancien système. Il y en avait des centaines autrefois. Maintenant, il n'en reste plus que 7. 7, répéta Mathieu. 7 familles qui sacrifient encore. Qui nourrissent le granit, oui, coupa Loïc. Et nous sommes l'une d'elles. Les Kervaon maintiennent le pacte depuis 1756. 239 ans. Le jeune Yann se recroquevilla encore plus dans son coin. Mathieu comprit soudain, le fils, l'héritier, celui qui devrait perpétuer le pacte après la mort de son père. Combien? Demanda-t-il. Combien de sacrifices depuis 1756? Loïc échangea un regard avec sa sœur avant de répondre. 312. Le chiffre flotta dans l'air comme une condamnation. 312 vies. 312 hommes et femmes attirés, séduits, tués. Nourris au granit affamé. Comment pouvez-vous... commença Mathieu. Mais Mamgoge l'interrompit d'un geste impérieux. Ne nous juge pas trop vite, étranger. Tu as vu ce qui s'est passé à Kergoat quand le pacte a été refusé. 62 morts en une nuit. Nous protégeons des milliers de personnes par nos sacrifices. Crois-tu que nous prenons plaisir à tuer? Que nous ne ressentons rien lorsque nous accomplissons le rituel? Des larmes coulaient maintenant sur les joues de Maël, silencieuses et amères. Ma fille, dit-elle d'une voix brisée, j'ai dû sacrifier ma propre fille il y a 8 ans. Elle avait 17 ans. Belle, intelligente, pleine de vie, mais le pacte ne distingue pas. Il exige du sang jeune, du sang pur. Et j'ai dû... Elle ne put finir sa phrase et se détourna, les épaules secouées de sanglots silencieux. Mathieu sentit sa gorge se serrer. Il avait jugé Éléonore. Il l'avait vue comme une meurtrière, un monstre. Mais ici, face à cette famille brisée par le poids de générations de sacrifices, il commençait à comprendre l'étendue véritable du cauchemar. « Pourquoi ne pas briser le pacte comme l'a fait Éléonore » demanda-t-il. « Parce que nous ne sommes pas les seuls, » répondit Loïc. « Si le pacte Kervaon est rompu, le granit cherchera ailleurs sa nourriture. Il la prendra dans les villages voisins. Des dizaines, peut-être des centaines de morts. Et ensuite, le pacte suivant sera-t-il brisé à son tour et celui d'après, jusqu'à ce que le réseau entier s'effondre ?» Mamgoge se pencha en avant, son regard noir planté dans celui de Mathieu. « C'est ce que tu ne comprends pas encore. Le granit n'est pas une créature qu'on peut tuer ou apaiser définitivement. Il est la terre elle-même. Il était là avant nous. Il sera là après nous. Et il a faim. Une faim qui ne s'éteindra jamais complètement. Nos pactes ne sont pas une solution. Ils sont juste une façon de gérer, de canaliser cette faim vers des sacrifices choisis plutôt que de la laisser se déchaîner aveuglément. Alors il n'y a pas d'espoir, pas de moyen de mettre fin à tout cela. » Un long silence accueillit sa question. Puis Loïc se leva et marcha vers une armoire dans le coin de la pièce. Il en sortit un vieux livre, tellement ancien que la couverture de cuir tombait en morceaux. Il le posa sur la table devant Mathieu. Il existe peut-être un moyen, mais il est si dangereux, si improbable, que nous n'avons jamais osé le tenter. Mathieu ouvrit le livre avec précaution. Les pages étaient couvertes d'une écriture manuscrite dans un français archaïque, presque illisible.
Mais certains passages avaient été soulignés, annotés, traduits en marge. C'est le grimoire de l'ancêtre qui a scellé notre pacte, expliqua Loïc. Il y raconte comment il a découvert l'existence du réseau, et il mentionne quelque chose, un lieu. Le cœur du granit, l'appelle-t-il, l'endroit où toutes les veines du réseau convergent. Si on pouvait atteindre ce lieu et accomplir un rituel spécifique, nous pourrions endormir le granit, continua Mamgauge, pas le détruire, c'est impossible. Mais le plonger dans un sommeil profond, pour des siècles, peut-être des millénaires, assez longtemps pour que les pactes puissent être oubliés, que les familles puissent être libérées. Où se trouve ce cœur? Nous ne savons pas exactement, répondit Maël en s'essuyant les yeux. L'ancêtre mentionne une île au large de la côte, accessible seulement à marée basse, où les formations de granit sont les plus anciennes, les plus pures. Il parle de grottes labyrinthiques qui descendent jusqu'aux lits rocheux, jusqu'aux racines même de la terre. Mathieu réfléchit rapidement. Une île au large de la Bretagne, des formations de granit anciens, des grottes accessibles à marée basse. L'île de Bréhat, suggéra-t-il. Loïc secoua la tête. Trop peuplée, trop connue. Ce doit être quelque chose de plus isolé, de plus sauvage. L'île Lavray? L'archipel des 7 îles? Peut-être. Nous avons cherché pendant des années sans succès, mais maintenant, il se tourna vers Mathieu avec une intensité nouvelle. Maintenant que vous avez rompu le pacte Kearney, le réseau est déséquilibré. Le granit est agité, en colère. Mais cette agitation pourrait aussi nous aider. Si nous écoutons assez attentivement, si nous suivons les murmures, il pourrait nous mener directement au cœur. « Vous voulez que je vous aide ?» demanda Mathieu, incrédule. « Après tout ce que vous m'avez dit, nous voulons plus que ton aide, dit Mamgauge. Nous voulons que tu guides l'expédition. Tu es géologue. Tu comprends la pierre d'une façon que nous ne comprendrons jamais. Et surtout, elle marqua une pause, son regard devenant presque compatissant. Surtout, tu n'es lié à aucun pacte. Tu n'as pas de sang sur les mains. Si le rituel au cœur du granit exige un sacrifice final, et il l'exigera probablement, ce ne peut pas être quelqu'un qui a déjà tué pour le pacte. Ce doit être quelqu'un de pur, un innocent. Mathieu sentit le sang se glacer dans ses veines. « Vous voulez que je me sacrifie. Nous te demandons de considérer la possibilité, dit doucement Loïc, de mettre ta vie dans la balance contre celle de milliers d'innocents qui mourront si les pactes continuent à se perpétuer. Contre celle de mon fils, qui devra porter ce fardeau après moi si nous ne faisons rien. » Yann releva la tête pour la première fois, ses yeux rougis de larmes fixant Mathieu avec une supplication muette. La pièce sembla se rétrécir autour de lui. Mathieu se leva brusquement, renversant presque sa chaise. « Il faut que je réfléchisse. Je ne peux pas. Je dois sortir. » Personne ne tenta de le retenir. Il sortit dans la nuit bretonne, respirant goulûment l'air salé qui montait de l'océan. Les étoiles brillaient au-dessus de lui, indifférentes, éternelles, témoins de tout et de rien. Combien de personnes étaient mortes pour les pactes au fil des siècles? Des milliers, certainement. Et combien mourraient encore si rien ne changeait? Des milliers de plus. Il pensa à Éléonore, à son courage terrible lorsqu'elle avait choisi de se sacrifier pour briser son propre pacte. Mais elle n'avait brisé qu'un seul maillon d'une chaîne bien plus longue. Et maintenant, on lui demandait de briser la chaîne entière, au prix de sa propre vie. Il marcha le long de la côte jusqu'à l'aube, écoutant le grondement des vagues contre les rochers. Et quelque part dans ce grondement, il crut entendre autre chose. Un murmure profond, presque inaudible, le murmure du granit lui-même qui l'appelait, qui l'attendait. Quand il retourna à la maison des Kervahon, le soleil se levait sur l'horizon, teignant le ciel de rose et d'or, les couleurs mêmes du granit breton. Loïc l'attendait sur le seuil. « Alors » demanda-t-il simplement. Mathieu prit une profonde inspiration. « Oui, je vais le faire, mais à une condition. » « Laquelle ? Si je dois mourir, que ma mort compte vraiment. Je veux une expédition organisée. Je veux rassembler tous les gardiens des pactes restants. Je veux que nous travaillions ensemble pour trouver ce maudit cœur du granit. Et je veux que si nous réussissons, vous juriez tous de ne jamais renouveler les pactes, de laisser les familles se libérer, de laisser le granit dormir. » Loïc tendit la main. Marché conclu. Ils se serrèrent la main, scellant un pacte bien différent de ceux qui avaient ensanglanté la Bretagne pendant des siècles. Un pacte d'espoir plutôt que de sang, de sacrifice volontaire plutôt que de meurtre, de fin plutôt que de perpétuation. Mais Mathieu savait au fond de lui
que le chemin qui s'ouvrait devant lui serait semé d'horreurs qu'il ne pouvait même pas imaginer, car le granit ne se laisserait pas endormir facilement, il se défendrait, il chercherait à les briser, à les corrompre, à les retourner les uns contre les autres. Et quelque part, dans les profondeurs de la terre, dans une grotte secrète d'une île inconnue, quelque chose attendait, quelque chose d'ancien, quelque chose d'affamé, le cœur du granit. Et Mathieu Tréguier venait d'accepter de marcher droit vers lui, sachant qu'il ne reviendrait probablement jamais. Il fallut 6 semaines pour rassembler les gardiens des 6 autres pactes. 6 semaines pendant lesquelles Mathieu et Loïc voyagèrent à travers toute la Bretagne, portant des messages codés, frappant à des portes qui ne s'ouvraient qu'après des mots de passe murmurés dans des dialectes bretons anciens. La première famille qu'ils contactèrent fut les Kerr-David, installés près de Morlex. Leur demeure était un ancien prieuré reconverti, ses murs épais couverts de lierre. La matriarche, Enora Kerr-David, était une femme dans la cinquantaine, au regard dur comme du silex. Elle les reçut dans une chapelle désacralisée où l'autel avait été remplacé par une table de granit brut. « Le pacte Kerné rompu, dit-elle, en les regardant avec suspicion. Nous avons tous senti le déchirement. Certains disent que c'est un présage, que les temps changent. Les temps doivent changer, répondit Mathieu. Combien de générations encore devront porter ce fardeau? Enora ne répondit pas immédiatement. Elle se leva et marcha vers une fenêtre donnant sur un cimetière familial où s'alignaient des dizaines de pierres tombales. Mon arrière-arrière-grand-père a scellé notre pacte en 1702. Depuis, 193 personnes ont nourri le granit par nos mains, dont mon propre mari il y a 12 ans, quand le pacte a exigé un sacrifice de notre propre sang. Elle se retourna, et Mathieu vit des larmes contenues dans ses yeux. Si vous dites vrai, si ce cœur du granit existe vraiment et que nous pouvons l'endormir, alors je marcherai avec vous jusqu'aux portes de l'enfer s'il le faut. La deuxième famille, les Le Guen, habitait une ferme fortifiée près de Quimper. Le patriarche, Gwenol Le Guen, était un colosse aux mains larges comme des battoirs, qui les accueillit avec une méfiance brutale. Mais quand Loïc lui montra le grimoire ancien et expliqua leur plan, quelque chose se brisa dans le regard du géant. « Mon fils a 15 ans, dit-il d'une voix rauque. Dans 3 ans, il devra accomplir son premier sacrifice. Je le vois déjà changer, devenir plus dur, plus distant, comme si une partie de lui mourait déjà. Si je peux lui épargner ça. » Il n'eut pas besoin de finir sa phrase. Les Tanguy près de Douarnenez, les Hamon dans les terres près de Pontivy, les Pennec sur la presqu'île de Crozon. Chaque famille portait le même fardeau, la même douleur, la même lassitude. Et tous, malgré leurs différences, malgré des siècles de secrets gardés jalousement, acceptèrent de se réunir. Le conseil fut convoqué pour la nuit du solstice d'hiver, dans un lieu qui n'apparaissait sur aucune carte. L'île de Molène servait de point de rendez-vous. De là, une barque les transporta, profitant d'une marée basse exceptionnelle, vers un affleurement rocheux que les pêcheurs appelaient simplement Antouldou, le trou noir. Un chaos de rochers granitiques, au milieu de nulle part, balayé par les vagues, inhabité, inhabitable. Mais sous les rochers se trouvait quelque chose que peu connaissaient, une grotte naturelle qui s'ouvrait uniquement lors des plus grandes marées basses, 3 ou 4 fois par an. Une grotte où les druides, disaient les légendes, s'étaient réunis pour la dernière fois avant l'arrivée des Romains. Ils étaient 17 au total, les 7 gardiens des pactes, accompagnés de quelques membres de leur famille, et Mathieu. Ils descendirent dans la grotte à la lumière des torches, leurs pas résonnant sur la pierre humide. La caverne était immense, circulaire, avec un plafond qui montait en dôme jusqu'à une ouverture naturelle d'où filtrait un rayon de lune. Au centre, un cercle de menhirs miniatures, des pierres levées de 2 mètres de haut, disposées comme les pièces d'un échiquier cosmique. Et sur chaque pierre, gravés avec une précision inhumaine, des symboles qui faisaient mal aux yeux quand on les regardait trop longtemps. « C'est ici que nos ancêtres ont pris contact pour la première fois, » dit Mamgoj, qui avait insisté pour faire le voyage malgré son âge. « C'est ici que les premiers pactes ont été négociés, avant même que l'écriture n'existe en Bretagne. » Ils formèrent un cercle à l'intérieur des menhirs. Mathieu posa au centre le grimoire de l'ancêtre Kervaon, ouvert aux pages qui décrivaient le cœur du granit. Les 7 gardiens posèrent chacun leurs mains sur la pierre la plus proche, et ils commencèrent à écouter. Au début, il n'y avait rien, juste le bruit du ressac au loin, le crépitement des torches, leur propre respiration. Mais peu à peu, Mathieu commença à sentir quelque chose, une vibration familière,
celle qu'il avait ressentie dans la grotte sous le manoir d'Éléonore, mais amplifiée, démultipliée. Le granit parlait. Ce n'étaient pas des mots, c'était plus profond que ça. Des images, des sensations, des émotions qui n'appartenaient à aucun vocabulaire humain. Il vit des époques géologiques défiler comme des secondes. Il vit des continents se former et se fracasser. Il vit la Bretagne émerger de la mer, son socle de granit rose se solidifiant au cours de millions d'années. Il vit les premiers humains arriver, minuscules insectes sur la surface de la pierre, et commencer à gratter, à creuser, à construire. Et il sentit la faim, une faim incommensurable, patiente comme les ères géologiques, mais inexorable. Le granit se nourrissait, de chaleur, de pression, de temps, mais aussi d'une façon qu'il ne comprenait pas complètement, d'énergie vitale, de conscience. Les sacrifices humains n'étaient pas un caprice ou une cruauté, c'était simplement de la nourriture. Comme un humain mangerait du pain sans considération pour le blé. « Vous sentez » murmura Loïc, sa voix à peine audible. « Vous sentez la direction » Mathieu ferma les yeux et se concentra. Oui, il y avait une direction, un point focal, comme un courant dans l'océan, une attraction magnétique qui tirait leur conscience vers le nord-ouest, vers le large. « L'archipel de Molène » dit Enora Kerdavid, les yeux révulsés comme une voyante en transe. Pas Molène elle-même, plus à l'ouest, une des îles inhabitées. « L'île de Banec » suggéra Gwenole Le Guen. Non, dit Mam Gauge avec certitude. Plus loin encore, l'île de Balanec, la plus isolée, celle que les marins évitent parce que les courants y sont traîtres. Mathieu rouvrit les yeux. Il n'avait jamais entendu parler de Balanec, mais la direction semblait juste. Son instinct de géologue, combiné à cette nouvelle capacité d'écouter le granit, lui criait que c'était là. « Balanec », répéta-t-il. « Combien de temps pour y arriver ?»« 3 heures de barque depuis Molène », répondit un des fils Hamon qui était pêcheur. « Mais seulement par temps calme, et il faut connaître les passes entre les rochers. Beaucoup de bateaux se sont fracassés en essayant. Alors nous avons besoin d'un marin expérimenté, et nous devons partir demain, à l'aube, profiter de la fenêtre météo. » Les 7 gardiens se regardèrent. Le moment de vérité approchait. Plus question de spéculation ou de théorie. Ils allaient vraiment tenter l'impossible. « Qui vient ?» demanda Mathieu. « Je ne demande pas à tous de risquer leur vie. Certains doivent rester pour continuer les pactes si nous échouons. » Un silence lourd s'installa. Puis Loïc se leva. « Je viens. C'est mon fils que nous essayons de sauver. » Et Nora se leva à son tour. « Je viens. J'ai déjà trop de sang sur les mains pour rester en arrière. » Un par un, ils se levèrent tous. Les 7 gardiens. Même Mam Gauge, qui s'appuya sur sa canne avec une détermination farouche. « Si nous devons mourir, autant mourir en essayant de mettre fin à cette malédiction. » Mathieu regarda ces visages marqués par des années de culpabilité et de fardeau, des meurtriers, tous, mais aussi des victimes d'un système bien plus ancien qu'eux. « Alors c'est décidé, dit-il. Demain, nous partons pour Balanec. Nous trouvons le cœur du granit. Et nous finissons ce qui a commencé il y a des siècles. » La barque qui les emporta vers Balanec le lendemain matin était trop petite pour 17 personnes. Ils durent faire 2 voyages. Mathieu fit partie du premier groupe, accompagné de Loïc et Nora, et le fils Hamon qui connaissait les courants. La mer était d'un calme inquiétant, pas une vague, juste une houle lente et régulière qui soulevait la barque comme une respiration. Le ciel était d'un gris uniforme, sans nuages, mais sans soleil non plus. Une lumière diffuse et froide, typique de l'hiver breton. Balanec apparut après 2 heures de navigation. Un tas de rochers déchiquetés émergeant de la mer, couverts d'algues noires et de guano. Aucune plage, aucun endroit évident pour accoster. Juste des rochers coupants sur lesquels les vagues se fracassaient avec une violence sourde. « Là !» dit le fils Hamon en pointant une échancrure entre 2 blocs de granit. « C'est la seule entrée possible, mais il faut y aller vite, entre 2 vagues. » Ils attendirent le bon moment, puis le jeune homme rama avec force, guidant la barque dans l'étroit passage. Le bois crissa contre la pierre, mais ils passèrent. De l'autre côté, ils découvrirent une crique minuscule, protégée des vagues, où ils purent amarrer. L'île était plus grande qu'elle ne paraissait de loin. Peut-être 2 hectares de rochers empilés dans un désordre chaotique, comme si un géant avait joué avec des blocs de construction et les avait abandonnés à moitié terminés. Mais ce qui frappa immédiatement Mathieu, ce fut la qualité du granit. Il était différent de tout ce qu'il avait vu en Bretagne. Plus rose, presque rouge à certains endroits. Plus pur aussi.
sans les veines de quartz ou les inclusions de feldspath qu'on trouvait partout ailleurs, comme si cette pierre venait d'ailleurs, ou d'un temps bien plus ancien. « Vous le sentez » murmura Enora. Oui, ils le sentaient tous. La vibration était omniprésente ici. Chaque rocher pulsait doucement, synchronisé avec les autres dans un rythme hypnotique. Et au centre de l'île, visible maintenant qu'ils avaient débarqué, se dressait quelque chose d'impossible. Un menhir. Mais pas comme ceux de Karnak ou d'ailleurs. Celui-ci faisait 15 mètres de haut, peut-être plus, dressé parfaitement vertical malgré des millénaires d'érosion. Sa surface était couverte de spirales gravées, de cercles concentriques, de symboles qui donnaient la migraine quand on les regardait directement. « Le cœur », dit Loïc avec crainte. « C'est là. » Ils attendirent que le second groupe arrive, puis les 17 s'approchèrent ensemble du menhir géant. À sa base, ils découvrirent une ouverture. Pas une fissure naturelle, mais une porte taillée dans la pierre, assez large pour laisser passer 2 personnes de front. Des marches descendaient dans les ténèbres. Mamgoj s'avança la première, malgré son âge, et posa sa main sur le montant de pierre. « C'est ici que tout a commencé, dit-elle d'une voix tremblante. Il y a 5000 ans, peut-être plus. Les premiers qui ont écouté, les premiers qui ont négocié. » Mathieu alluma une torche et commença la descente. Les autres le suivirent en silence. L'escalier s'enfonçait profondément dans la roche, bien plus bas que le niveau de la mer. Les parois suintaient d'humidité salée, mais étrangement l'air restait respirable. Après ce qui sembla être 100 marches, peut-être 200, ils débouchèrent dans une chambre souterraine qui coupa le souffle de Mathieu. C'était une cathédrale de granit. Un dôme parfait haut de 30 mètres, soutenu par des piliers naturels qui semblaient avoir été sculptés par une intelligence surhumaine. Et au centre, émergeant du sol comme la racine d'un arbre titanesque, se trouvait une formation cristalline qui brillait d'une lueur interne rouge-orangée, le cœur du granit. Ce n'était pas vraiment du granit, c'était quelque chose de plus primitif, de plus pur, un cristal massif, gros comme une maison pulsant lentement, et dans ses profondeurs translucides, Mathieu aperçut des formes, des silhouettes humaines, des centaines, peut-être des milliers, suspendus dans la matrice cristalline comme des insectes dans de l'ambre. « Tous ceux qui ont été sacrifiés, » murmura Enora, horrifiée. « Ils sont tous là, prisonniers pour l'éternité. » La vibration était maintenant si forte qu'elle faisait trembler leurs os. Et soudain, le cristal s'illumina d'une lueur aveuglante. Une voix résonna dans leur tête, pas des mots, mais des concepts purs, traduits instantanément en compréhension. « Pourquoi êtes-vous venus » Mathieu avança les jambes tremblantes. « Nous voulons mettre fin au pacte, libérer nos familles, te faire dormir. » Dormir. Oui, je me souviens du sommeil, avant les humains, avant la conscience. C'était paisible. Alors accepte notre offrande, laisse-nous accomplir le rituel. Le rituel exige un sacrifice volontaire, un innocent. Es-tu prêt? Mathieu regarda derrière lui, les 7 gardiens, les visages marqués par l'espoir et la peur. Mamgoj qui pleurait silencieusement. Le jeune Yann qui le fixait avec des yeux suppliants. « Je suis prêt. » Alors approche. Mathieu marcha vers le cristal. À chaque pas, des images envahissaient son esprit. Il vit la naissance de la Bretagne, le magma refroidissant en granit. Il vit les premiers humains découvrir la conscience dans la pierre. Il vit les pactes se former, l'un après l'autre, des chaînes de sang tissées à travers les siècles. Et il vit l'alternative. Ce qui se passerait s'ils échouaient. Le granit, affamé par la rupture du pacte Kearney, se déchaînerait. Des villages entiers engloutis, des milliers de morts. Mais il vit aussi ce qui se passerait s'ils réussissaient. Un long sommeil, des siècles de paix, les familles libérées, plus de sacrifices, plus de sang. Il toucha le cristal. La douleur fut instantanée et totale, comme si chaque cellule de son corps était déchirée, dissoute, absorbée. Il essaya de crier, mais n'avait plus de gorge. Il essaya de penser, mais sa conscience se fragmentait, s'éparpillait dans la matrice cristalline. Les dernières choses qu'il perçut furent les voix des 7 gardiens, psalmodiant ensemble les paroles du rituel de sommeil. Des mots dans une langue morte depuis des millénaires, des mots qui résonnaient à travers le granit de toute la Bretagne, puis le noir. 3 mois plus tard, Yann Kervaun se tenait devant les ruines du manoir Kearney. L'herbe avait recouvert les pierres noircies. Des fleurs sauvages poussaient entre les décombres. Il n'y avait plus de vibration, plus de murmures, plus de présence.
Le granit dormait. Sur les 7 familles des pactes, aucune n'avait ressenti le besoin d'accomplir un nouveau sacrifice depuis cette nuit à Balanek. L'appel s'était tu. La faim avait disparu. Dans la poche de Yann se trouvait une lettre que Mathieu avait écrite avant l'expédition, à lui remettre seulement s'il réussissait. Il l'ouvrit avec des mains tremblantes. « Cher Yann, si tu lis ceci, c'est que nous avons réussi. C'est que le granit dort, c'est que tu es libre. Ne me pleure pas. J'ai fait ce choix en toute conscience. Ma vie contre des milliers d'autres. C'était le prix à payer. Vis, Yann, vis sans fardeau, sans culpabilité, sans peur. Tombe amoureux, fonde une famille. Oublie les sacrifices et les pactes. Laisse tout cela devenir de l'histoire, puis légende, puis mythe. Et si un jour, dans des siècles, le granit se réveille, que d'autres trouvent une meilleure solution que le sang. Mathieu. » Yann plia soigneusement la lettre et la rangea. Puis il posa une pierre sur les ruines, une simple pierre de granit rose, polie par la mer. Une pierre tombale pour tous ceux qui étaient morts, pour Éléonore, pour Mathieu, pour les milliers de victimes des pactes, mais aussi une pierre de naissance, le début d'une nouvelle ère, l'ère du silence. Et dans les profondeurs de Balanek, dans le cristal pulsant devenu dormant, la conscience de Mathieu Tréguier flottait paisiblement, mêlée à des milliers d'autres, dans un sommeil qui durerait peut-être 1000 ans, ou peut-être pour toujours. Fin, la veuve de granit. Une histoire de pactes anciens, de sacrifices et de rédemption. Bretagne, 1895-1896.